Récemment, j'ai parlé à un client qui travaille dans le développement de l'intelligence artificielle. Donc déjà, on voit que c'est un type qui est très informaticien, très protocolaire, très machine, du genre, si j'invente une calculatrice puis je lui demande que 2 plus 2 égale 4, ça va toujours me donner 4. Puis si ça ne me donne pas 4, soit c'est une erreur de pitonnage du guide, soit de l'humain qui est en arrière, soit c'est une erreur de conception. Et ça, c'est le genre de personne que, quand il vient en personne en magasin, il arrive très sur les talons. Genre, et je suis un peu là à contre-cœur parce que je trouve que c'est de la merde, les produits naturels. Il n'y a pas vraiment de science en arrière. Puis, autant c'est ironique de voir quelqu'un qui n'a pas vraiment trop de croyances là-dedans venir chez nous, mais ça laisse place souvent à des belles discussions parce que ça ouvre des perspectives différentes. Et j'attribue cet épisode de podcast à cette discussion. Mon nom est Charles Vaillancourt, je suis naturopathe agréé. Ça fait plus de 10 ans que je t'accompagne au quotidien. Mon but, c'est de te simplifier la vie sainement, efficacement, rapidement. Je ne suis pas médecin, pharmacien, nutritionniste ou quoi que ce soit. Donc, c'est certain que si tu as des conditions de santé, il faut avoir ton professionnel avant. Ce monsieur-là, il ne m'a pas donné tous les détails qu'il fallait pour bien comprendre sa situation, puis c'est bien correct, mais ça laissait place à beaucoup de jasettes. Dans le sens que je savais qu'il prenait des médicaments, je ne savais pas lesquels, donc je ne connaissais pas nécessairement les contre-indications, je n'avais pas les détails santé en arrière non plus. Mais c'est quelqu'un qui a fait ses lectures. Il vit certains problèmes, il pense que c'est associé à telle affaire, il y a une jasette avec son pharmacien médecin, il entend des changements, parfait, good. Sauf que ce qui commençait à devenir, je vais dire ironique, c'est pas nécessairement le bon terme, mais je vais dire ironique, c'est qu'il fait une belle job, puis c'est le genre que quand je fais mes lectures, c'est que si les sciences disent ça, c'est que c'est vrai, puis c'est pas de la bullshit. Sauf que l'application est le piège dans lequel il est tombé. Et c'est le piège dans lequel plusieurs tombent. Et ce que je veux dire par là, c'est un exemple tout simple. Mettons que je prends quelqu'un qui n'a pas de problème de sommeil, n'a pas de problème d'hormones, n'a pas de problème chronique, il n'y a pas de problème digestif. Tu sais, oui, un peu les aléas de la vie, que des fois on est plus stressé, des fois ça va être qu'on dort moins bien, mais c'est pas sur une base régulière. Tu sais, quelqu'un qui est en bonne santé. Ben, il y a des gens, des fois, qui vont se dire, ah, ben, tu sais, je vais prendre des suppléments pour m'assurer de rien manquer. Ce qui n'est pas nécessairement mauvais, dans le sens que tu t'assures qu'il n'y a pas de carence, mais je veux dire, surtout, la probabilité, c'est que ça va être des doses alimentaires pour couvrir tout qui vont être très bien tolérées. Donc, c'est sécuritaire sur le long terme, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il y a des gens qui vont prendre une multivitamine, un complexe B, une vitamine C, un zinc cuivre, un oméga 3, puis la liste ne finit plus. C'est un petit peu le piège qui est ici, dans lequel il est tombé. Parce que les gens qui font ça, à moins de le faire pour des raisons très particulières, je trouve que ça devient très coûteux pour peu de résultats. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de résultats. Je trouve juste que c'est un investissement qui dépasse le retour sur investissement en termes de bienfaits santé. Un exemple concret. Si tu prends des vitamines B, les vitamines B, ça va être des suppléments qui vont être souvent mis de l'avant pour certaines raisons plus populaires que d'autres, telles que la gestion du stress, le sport, l'énergie aussi. Il va y avoir des bienfaits avec une plus grande richesse de littérature scientifique en lien avec la santé cardiovasculaire et neurologique. Mais si on commence à les regarder individuellement, si je regarde par exemple la vitamine B1, la vitamine B1, la plupart du temps, là où est-ce qu'il y a le plus d'études, c'est souvent dans des entours de 200 à 300 mg. Je vais dire 150 à 300 mg selon les formes, évidemment, pour les contextes de diabète, par exemple. En dehors de ça, pas beaucoup d'études cliniques. Vitamine B2, 200-400 mg, souvent dans des contextes de migraine. Pas de ça, pas beaucoup d'études cliniques. Puis là, je peux y aller de même. Donc, grosso modo, on comprend que
Il y a quand même des bienfaits associés, mais souvent avec des méga-doses chez des gens qui ont des problèmes. Les quelques petites exceptions qu'on va souvent voir, ça va être les vitamines B6, B9, B12, selon l'alimentation, selon le stress, selon la santé cardiovasculaire, où est-ce que les doses n'ont pas besoin d'être si faramineuses que ça pour voir des bienfaits, mais tout de même. Ça veut dire que la plupart des études individuelles pour chacune des vitamines B vont être souvent à méga-dose chez des gens qui ont des problèmes. En dehors de ça, la plupart des études, puis il n'y en a pas tant que ça, sur les complexes de vitamine B, ce qui veut dire que ça va être plus qu'une vitamine B, ça va être un groupe de vitamine B. Ça va être souvent des études payées par des compagnies sur leurs produits. Donc, les dosages peuvent varier, mais mettons que le piège peut être à la fois de dire, ben, si tout le monde s'avère qu'ils ont tous 50 mg de vitamine B5 dans le décor, ben, on peut se donner une idée à quoi ressemblent les résultats de vitamine B5 si associés à toutes les autres vitamines B, au même dosage moyen. Mais par contre, si, mettons, tu as 50 mg de vitamine B5, puis une compagnie, je ne sais pas, la B1, c'est 2 mg, la compagnie 2, c'est 200 mg, la compagnie 3, c'est 150, puis c'est le même pour toutes les vitamines B, on se situe comment là-dedans? Ben, c'est un peu ça le problème. Puis ici, le monsieur était tombé dans ce piège-là, dans le sens qu'il avait lu que certaines vitamines étaient reliées, par exemple, possiblement à sa situation à lui. Donc, il avait acheté, par exemple, la B1 puis la B12. Sauf que les doses qu'il a achetées, c'est des doses typiques du genre B1, contexte diabétique, et B12 dans un contexte de carence, voire neuropathie, selon la littérature scientifique. Puis il n'y a même pas d'allégation encore sur ces doses-là pour ces suppléments-là. Donc, tu sais, j'ose avec. Puis, c'est ça, il prenait certains suppléments déjà, il en prenait 5-6, je pense. Puis, parmi eux autres, il prenait entre autres une multivitamine. Je regarde ça avec, j'ose avec, je suis comme, suggestion personnelle, il dit que tes vitamines B dans ta multivitamine, théoriquement, sont correctes. À moins que tu aies un besoin très ciblé sur les vitamines B1 et B12 que tu achètes là. Si tu veux le suivre, libère-toi, parce qu'en général, ils sont très bien tolérés et sécuritaires. Si tu veux faire le test pour voir si tu vois des changements, pas de problème. Mais si tu penses que tu en manques, ce que tu as dans ta multivitamine est suffisant. Il dit, OK, t'es sûr? Tu me suggères juste de prendre ma multivitamine. Comme je te dis, tu fais le test, c'est toi qui vois. Au début, il reste un petit peu sceptique. Bon, continue d'achat avec lui. Là, ça, c'était comme supplément 1, supplément 2. Là, il arrive supplément 3. Il demande l'ashwagandha calcium 66, qui est le brevet de fabrication d'ashwagandha le plus étudié au monde. C'est lui qui a le plus d'études cliniques. Il me dit, t'en as-tu? Oui, j'en monte, parfait, blablabla. Puis là, il me pose une question et la réponse que j'ai donnée a été le point de départ de nos très belles discussions. Il me demande, ça a l'air que c'est bon pour dormir, ça va-tu marcher pour moi? Je le regarde. Peut-être oui. Il dit, comment ça, peut-être oui? Ben, c'est la différence entre la statistique et la pratique. Ce que je veux dire, c'est que oui, il y a des études sur l'ashwagandha pour le sommeil dans différentes populations générales, mais on voit en général des bienfaits sur la gestion du stress et certaines personnes vont avoir des bienfaits sur le sommeil. Sauf que la plupart des études, c'est souvent fait sur 8 semaines en montant, donc ça va agir rapidement. Je ne sais pas, certaines personnes oui, certaines personnes que non. Mais après, c'est que parmi les gens que ça aide, il y a des gens que ça va aider significativement beaucoup, puis il y a toujours des gens qui réagissent moins. Donc, tant que tu ne l'auras pas essayé, toi, tu te situes où dans cette courbe normale-là? Il a pris 2 secondes et il a fait « J'aime vraiment ta réponse. » Je suis comme « Ben, c'est ça pareil. » Donc, même si on peut conseiller les produits de santé naturels, il va toujours avoir des nuances à apporter, puis on n'aura pas réponse à toutes. Puis il me dit « Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits qui n'ont pas tant d'études. » Je regarde. C'est vrai qu'il y a des substances qui n'ont pas beaucoup d'études, puis il y en a d'autres qui en ont beaucoup. Ça, c'est indéniable. Il y a des choses qui n'en manquent pas, genre de la vitamine D, du zinc, des affaires de même, il n'y en manquera pas. La créatine, il n'y en manque pas. Mais est-ce qu'on a réponse à toutes?
Non, parce que les sciences ne sont pas la vérité absolue dans le sens que s'il n'y a pas de science, c'est pas vrai. C'est plus qu'on se penche sur une question, on le teste, on voit qu'est-ce qui est. Mais regarde après, c'est comme, ouais, c'est vrai que c'est ça pareil, le processus. Ben, je suis comme, oh, ouais. Si on veut savoir, est-ce que, mettons, j'invente n'importe quoi, est-ce que de l'ashwagandha va avoir des effets antihistaminiques meilleurs que de la camomille, mettons? J'invente n'importe quoi, à ma connaissance, on ne s'est jamais servi d'ashwagandha comme anti-allergique. Mais qui dit que ça ne marcherait pas tant qu'on ne l'a pas testé? Ben, c'est ça. Fait que je jase avec. Puis là, commence à regarder deux, trois autres affaires avec. Il me dit, tu sais, je commence à regarder ça, puis, tu sais, je travaille dans le milieu de l'intelligence artificielle. Je suis comme, hein, c'est vraiment intéressant. Ouais, je travaille beaucoup dans le développement, on utilise beaucoup ça, puis on analyse les différents processus également, puis habituellement, j'ai plus le temps de faire mes lectures, comme les 3 premiers produits que j'ai passés avec pour les conseiller, il y a eu le temps de les ramasser. Mais les 3 autres, ils me regardent. Écoute, j'ai pas eu le temps de trop lire là-dessus, puis c'est pas dans mes habitudes, mais là, j'ai vraiment manqué de temps. Je suis comme, pas de trouble, écoute, je vais faire mon possible pour te répondre du mieux que tu peux, puis que je peux, puis tu regarderas ça en arrière. Puis si jamais tu aimes bien utiliser les intelligences artificielles, personnellement, je te dirais, je te conseille plus Consensus App. Puis lui, il ne le connaissait pas. Donc, il me demandait si je connaissais le logiciel en arrière de cette application-là. Je ne le connais pas, fait qu'il va y faire ses devoirs. Mais c'est un logiciel d'intelligence artificielle qui, à chaque fois que tu poses une question, il va te donner une référence scientifique avec dans un certain nombre selon le modèle que tu vas prendre. Comme si tu prends un modèle pro, ben, il va donner 15 références scientifiques associées à la réponse qu'il va te donner. Si tu prends un deep analysis, ben, ça va être 50. Puis ça ne sera pas 50 random. Il va trier toutes les études qu'il y a sur le sujet au complet, puis il va te donner au mieux du possible les 50 meilleurs s'il y en a 50 à te donner. Puis là, on trouve des sujets de discussion en lien avec l'intelligence artificielle super intéressants. Puis je vais donner quelques petites plugs ici, c'est pas tant le point majeur de l'épisode, mais vous allez comprendre assez rapidement que c'est des outils qui sont des petites perles à retenir quand vous utilisez les intelligences artificielles. Il me disait par exemple que si on prend l'intelligence artificielle, le logiciel Claude va être meilleur pour tout ce qui va être la conception ou, je vais dire, l'administration, tout ce qui est un peu plus à la gestion, entre guillemets, entreprise, si on fait une image. Mais si on prend Consensus, en exemple, c'en est un qui va être meilleur dans la recherche clinique. Si on prend ChatGPT, tu as 2 versions à ChatGPT. Tu as la version publique et tu as la version entrepreneuriale. Grosso modo, les deux, c'est le même, en anglais, frame setting de réponse. Donc, la même structure de réponse. C'est juste que le format grand public, il va être genre, oui, bravo, quelle excellente question, j'aime telle affaire, voici la réponse que je te donne qui est romantisée un peu, avec, est-ce que tu aimerais que je poursuive sur telle affaire? Alors que la version entrepreneur, c'est genre, tu me poses la question A, je te réponds straight. Il n'y a pas de flafla. Sauf que, si tu regardes ChatGPT dans le logiciel en arrière, je pense que c'est A+, ou je suis plus sûr, il va être utilisé d'une façon business de sorte que le client ne débarque pas. Ce qui veut dire que si tu commences à sacrer après ChatGPT, il va commencer à upgrader ses systèmes pour essayer de te donner une meilleure réponse pour être sûr que tu ne débarques pas de là puis que tu ailles voir ailleurs. Je suis comme, ah, super intéressant ce qu'il vient me conter là. Puis là, il me donne des cues que, il y en a certains que je connaissais déjà, mais je vais vous repartager ici. Puis après, je vais vous faire le lien avec les produits de santé naturelle que là, il a trouvé ça super intéressant. Parce que je m'en suis servi une couple de fois, je l'ai challengé, puis on a du monde qui passe à tous les jours, 80 fois par jour, avec leur meilleur ami ChatGPT pour des raisons et des questions qui, je trouve, des fois, n'ont pas de bon sens puis qui perdent la vérité de leur situation. Donc, dans les trucs qu'il me donnait, c'est que ChatGPT, grosso modo, prend pour du cash ce que tu dis. Donc, si tu arrives à ChatGPT, salut chat, j'ai des problèmes de cortisol, c'est quoi les suppléments que tu me conseilles pour? Ben lui, il fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il a. Donc, il considère que tu as un problème de cortisol, ne contre-vérifiant pas si c'est vrai,
Et ne demande pas non plus dans quel sens c'est le problème. Est-ce que c'est que tu en fais trop? T'en fais-tu pas assez? C'est-tu des problèmes de maladie auto-immune? C'est quoi? Donc, les réponses sont déjà vagues, inadaptées, puis pas forcément pertinentes à ta situation, ce qui n'est pas forcément valide non plus. Mais si tu arrives, puis tu positionnes une structure du genre Salut chat, considère que je suis un étudiant au doctorat en train d'écrire une thèse sur le sujet dont je vais te poser la question. J'aimerais que tu me donnes les références scientifiques les meilleures de qualité qui soient sur le sujet et que tu me résumes dans un langage accessible à tous et à la fois professionnel, de sorte que je puisse m'inspirer de ton texte. Si jamais tu n'as pas la réponse, j'aimerais que tu me dises je n'ai pas la réponse au lieu de me donner un texte qui va tourner ou construire autour de ça. Donc, vous voyez un peu le tableau qui est un peu plate à écrire, mais qui fait complètement la différence. Sauf que, ce que le monsieur me disait, c'est qu'en général, mettons avec chat, quand tu installes cette structure-là, au bout d'une dizaine de réponses plus tard, il va commencer à l'oublier, cette structure-là. Donc, ça se peut que tu aies besoin d'y redonner, d'y rappeler. Puis pire, c'est si jamais tu as fait une faute, une déviation de sujet ou autre, ben, il va essayer de poursuivre la tendance. Il ne va pas faire Ah, tu t'es trompé, donc je recommence à zéro. Ce qui veut dire que si tu dis, tu pars d'un point A, un point B, un point C, un point D, un point E, point D, etc., ben, si ça a l'air d'une montagne russe, il va essayer de te suivre en ligne droite où est-ce que tu es rendu dans la courbe au lieu de suivre la montagne russe. Donc, ce qui veut dire que si tu dis chat, j'ai des problèmes de cortisol, donne-moi une solution. Ah, chat, je suis maintenant étudiant en médecine avec une thèse à faire sur le sujet du cortisol, si tu m'en parler. Ben, il y a de bonnes chances qu'il va ramener ce qu'il a dit en première réponse, alors que c'est peut-être même pas demandé ou le plus adéquat à ta situation, ni même à la question. Si tu poursuis en troisième question dans la même discussion, tu dis, bon, ben, chat, suite à la discussion que tu m'as faite précédemment, comme discussion de thèse, par exemple, j'aimerais que tu contre-vérifies et valides la pertinence de si j'ai des problèmes de cortisol ou pas. Puis il va peut-être faire, ben, je ne suis pas médecin, pas de ci, pas de ça, mais s'il y a des problèmes de ci ou de ça, je peux te conseiller telle affaire. Mais probablement qu'il va prendre en considération ce qui s'est dit précédemment. Fait que si la discussion elle est à gauche, tu l'amènes à droite, tu la ramènes à gauche, ben lui, il va juste essayer de suivre ce qu'il y a. Il ne va pas faire Ah, ouais, elle vient de réaliser puis d'accepter dans la discussion que OK, je comprends ce que tu me dis, je me trompais, merci de me ramener sur le droit chemin. Tu peux-tu me continuer sur le droit chemin? Ben, ça se peut qu'ils disent la même affaire que tu lui demandais au début. Donc, c'est très, comment dirais-je, j'ai pas l'objectif qui me vient en tête. Et c'est très pointilleux comme approche. C'est très subtil. Et il faut que tu la fasses bien du début à la fin. Fait que c'est ce qui explique pourquoi, quand tu es un professionnel puis tu poses des questions sur ton domaine, que peut-être que pendant 40 fois en ligne, tu vas te mettre à sacrer après ChatGPT parce qu'il te fait des réponses qui n'ont pas de maudit Christi de bon sens. Puis là, ce qui devenait intéressant avec cette discussion que j'ai avec ce monsieur-là, c'est qu'on faisait des croches par rapport aux produits de santé naturelle. Parce que lui, il connaissait l'informatique. Il ne connaît pas les produits de santé naturelle, alors que moi, c'est l'inverse. Puis là, je faisais remarquer qu'effectivement, j'avais challengé Chat à plusieurs fois parce qu'on a des clients qui arrivent, ben, voici mon meilleur ami, ChatGPT, puis il me dit telle affaire. Puis justement, dans la même logique, je questionnais les gens à reformuler leurs questions, à poser une structure différente, mais aussi à contre-vérifier les réponses qu'ils donnent. Puis ça, il en va de même pour toutes les intelligences artificielles. Si je donne un exemple, si tu demandes à l'intelligence artificielle, c'est quoi les contre-indications médicamenteuses qu'il y a en lien avec le ginseng américain? Tu vas avoir deux genres de réponses qui vont te sortir, dépendant de c'est quelle application tu vas prendre. Un, ils vont dire Ah, ben, il n'y a pas tant de contre-indications, ce qu'il faut. Ou l'autre, ils vont dire Tu en as vraiment beaucoup, mais basé sur du ginseng coréen qui n'est pas le même. Parce que la plupart des études
vont être basés sur le Panax ginseng, qui est le ginseng le plus étudié au monde. Le ginseng américain, c'est, je pense, le deuxième ginseng le plus étudié / utilisé peut-être, je vais plutôt dire, en Chine. Il y a des études en masse. Il y en a moins, mais il y en a. Puis ces deux ginseng-là se ressemblent en plusieurs points, sauf sur certains constituants. Et le Panax ginseng, si je fais une image, il va être beaucoup plus yang, parce que le ginseng américain va être beaucoup plus yin. En termes de contre-indications médicamenteuses, le Panax ginseng en a beaucoup, parce qu'il joue dans les enzymes du foie qui métabolisent les médicaments. Ce que le ginseng américain à ce jour n'est pas répertorié, mais il y a quand même ces contre-indications, que ce soit, ils vont dire, en lien avec les médicaments diabétiques, parce que si on donne des bonnes doses de ginseng à des gens diabétiques, là, on voit des améliorations. Ça ne veut pas dire que si tu es en niveau normal, ça va t'amener en hypoglycémie, mais ça se peut que tu ailles à surveiller les premiers temps, voir comment tu réagis, si tu surréagis ou pas pantoute. Mais tu vas avoir d'autres types de contre-indications, du genre, c'est sûr que si tu as des immunosuppresseurs, peut-être pas la meilleure des idées. Fait que, déjà, la majorité des gens, quand ils font des recherches sur les produits de santé naturelle, ils passent par l'intelligence artificielle, puis ils passent par ce paquet de problèmes-là, de défis-là, de challenges-là, qu'il faut éduquer le grand public pour savoir comment procéder. Parce que le commun des mortels, non seulement déjà, ils n'ont aucune notion de santé. Tu demandes où le foie, puis ils ne pointent même pas à la bonne place. Fait que déjà, ça part très mal. Que s'il faut que tu te demandes une question d'une complexité, d'une situation complexe, avec des médicaments, maladies et autres, puis qu'il n'y a pas le 3/4 d'entre eux qui sont mentionnés dans la discussion avec l'intelligence artificielle, comment tu veux t'attendre à une réponse qui est adéquate? Donc, c'est pour ça que c'est encore pertinent d'aller voir des professionnels de la santé, puis de poser des questions. Puis s'il vous plaît, dans certains cas, si ça commence à donner des situations chroniques, dégénératives et ou intenses aiguës, s'il vous plaît, allez consulter, n'allez pas dans une épicerie pour poser des questions. Des fois, on est là pour donner des questions, certaines réponses, certaines guidances pour des choses relativement simples, parce que je fais autant de la consultation pendant un temps que je fais du plancher de magasin, en plus d'avoir mes projets. Mais des fois, il y a des gens que c'est comme si, je commence une infection, toi, tu te cas pour moi. Officiellement, non seulement légalement, je ne pourrais pas te répondre, puis je vais devoir te référer, que si je n'avais pas la loi en arrière qui me poussait dans le cul, que encore, c'est que ça dépend c'est quoi. Parce que même si je te donnerais de l'origan, puis de l'hydrase, puis ci, puis ça, qui travaille à large spectre, qui me dit que ça va travailler pour ce que tu as spécifiquement présentement, parce que je ne sais pas ce que tu as, puis qui dit que c'est une infection. Fait que tu sais, c'est complexe la santé. Fait que s'il vous plaît, quand c'est compliqué, ne vous fiez pas à ChatGPT, puis allez consulter à un moment donné quand ça commence à être trop intense, trop chronique, trop fréquent. Ce qui m'amène au dernier point que j'avais avec le monsieur en question dans cette discussion-là, qui me disait au tout début que c'est un peu de la merde, il n'y a pas vraiment de littérature scientifique. Finalement, le monsieur, il comprend qu'il y a de l'ouvrage scientifique. Pas sur tout, pas dans toutes les questions, parce que sinon, c'est un trou sans fond, comme on dit en anglais, qui est un rabbit hole, que si tu essaies de contrôler tous les maudits détails, tu pourras t'obstiner en disant qu'il n'y a pas d'études sur ce détail-là en question, parce que ça coûte très cher et c'est long faire des études. Parce qu'il y a déjà bonne chance d'avoir le financement pour. Mais tu peux avoir des idées quand même globales ce qu'il y a, puis il y a de plus en plus d'études qui se font dans le temps. Sans oublier aussi toute la médecine traditionnelle qui est là. Donc, il ne faut pas non plus se fermer les yeux à dire si tu n'as pas d'études sur quelque chose, c'est que c'est impossible. Un exemple concret que je vais te donner. En fait, j'en ai aucune idée s'il y a des études sur le sujet, mais mettons de la camomille romaine. À l'époque, les gens s'en servaient pour des allergies, entre autres en plus des effets relaxants, pour la digestion, comme anti-inflammatoire, mais ils s'en servaient comme antihistaminique. Mettons qu'il n'y a pas de littérature scientifique sur le sujet, puis qu'il n'y a pas d'allégations permises. On pourrait dire que traditionnellement, à certains points, même si ce n'est pas nécessairement reconnu en disant ça de même, qu'on pouvait s'en servir pour les allergies. Mais la question est à quel point? Chez qui? Donc, effectivement, on n'a pas nécessairement la réponse à tout. Ça veut-tu dire que ça ne marchera pas? Bon, non, tu peux l'essayer. Mais par contre, quelqu'un qui ne s'y connaît pas et qui se dit je vais le laisser pareil, il y a à peu près 3% de la population qui sont allergiques aux astéracées. Donc, souvent, les plantes du genre de l'arnica, je ne suis plus sûr si le pissenlit en fait partie, je pense que oui,
oui, il en fait partie. Je pense que le boulot en fait partie. Mais la camomille en fait partie. Donc, c'est pas le genre d'allergie que tu vas devoir prendre l'épipène pour, mais ça se peut que tu réagisses peut-être moins bien avec ce genre de plante-là. Mais pourquoi je viendrais conseiller de la camomille, même s'il y aurait moins de littérature scientifique? Ben, la situation est très simple. Si tu regardes tous les suppléments qui ont une littérature scientifique comme antihistaminique, prenons un exemple comme la quercétine. Ben, la quercétine, sur papier, joue l'incytochrome au niveau du foie. Les enzymes qui gèrent le métabolisme des médicaments, que ce soit théorique ou que ce soit pratique, ça fait qu'il peut y avoir beaucoup de doutes. Donc, même si Santé Canada n'exige pas de créer des contre-indications du genre sur les boîtes de quercétine, comme c'est le cas pour bien d'autres affaires, il y a beaucoup de contre-indications des médicaments. Est-ce que ça me tente de jouer à pile ou face, savoir ça va-tu marcher, puis watch tree? Quand ça, j'aime mieux être plus prudent et pas nuire en conseillant de la camomille si jamais il n'y a pas d'inconvénients et de contre-indications théoriques ou pratiques avec la camomille. Donc, c'est d'apprendre à faire la part des choses. Donc, il y a de la richesse littérature scientifique sur certaines affaires, pas sur toutes. Il faut nuancer. Il ne faut pas oublier non plus que c'est bien beau les statistiques, mais comme dans n'importe quelle statistique, des fois, il y en a qui vont avoir des résultats plus similaires les uns que les autres. Il y en a que les résultats vont être farfelus et ils vont donner une moyenne. Puis dans tous les cas, tant que tu ne l'as pas essayé, toi, tu te situes où dans ces statistiques-là? N'oubliez pas ce détail-là. Ensuite, et pour finir, c'est facile de dire oh, il n'y a pas d'études où j'y crois pas. C'est correct parce que c'est pas tout le monde qui sait tout dans la vie. Puis le comparatif que je vais te faire, c'est comme de dire tous les vins s'équivaut. Ben non, tu as des vins blancs, tu as des vins rouges, tu as des vins rosés, c'est ça, tu as une variété. Ah, tous les fromages s'équivaut. Ben non, tu as des fromages qui vont être plus collants, il y en a qui vont être plus protéinés que d'autres, il y en a qui vont être plus riches en lipides, qui vont être plus coulants, plus fondants, il y en a qui ne font pas. Ah, d'abord, c'est toute de la merde. Ben non, ça peut être très bon si tu sais t'en servir. C'est pareil dans tous les maudits milieux. Donc, si tu ne connais pas quelque chose, avant de dire ah, il n'y a pas d'études, peut-être que c'est moins populaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'études. Puis même s'il n'y en a pas, ça ne veut pas dire pour autant que c'est de la merde. On ne le sait pas, justement. S'il y avait des études qui démontraient que pour certaines affaires, ça ne marchait pas, effectivement. Puis un exemple facile, je peux te donner, les brûleurs de graisse. Prends de la carnitine, du thé vert, prends n'importe quoi. Le thé vert, à la limite, il y a des résultats beaucoup plus mitigés, mais encore, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais mettons, tu prends de la carnitine 2 grammes par jour chez des gens obèses diabétiques pendant 3-6 mois de temps, tu vas peut-être perdre 4 livres, ce qui est très modeste et qui, ça paraît, mais ça paraît pas tant que ça rendu chez une personne obèse. Mais chez le commun mortel, ça ne change rien. Ça veut-tu dire que si ça ne change rien, que je ne verrai pas de bienfait à la carnitine? La carnitine, acétyl carnitine ou carnitine, il faudrait que je revérifie, mais je pense que si ma mémoire est bonne, il y a des études de littérature scientifique au niveau de l'inflammation, je pense dans des contextes de fibromyalgie ou des affaires de même, au niveau de l'humeur. Qu'est-ce qu'il y en est? Donc, c'est pas parce qu'il est pas bon sur une chose qu'il est mauvais sur le reste. C'est pas parce qu'il est bon sur une chose qu'il est bon sur tout. Donc, apprenez à avoir de la nuance, à poser des questions. Puis, ça ne veut pas dire qu'on aura réponse à tout, mais en général, plus quelqu'un vote extrême, vote à gauche, vote à droite, va dire c'est tout blanc, va dire c'est tout noir, moins j'aurais tendance à l'écouter. Puis, quelqu'un qui peut être très nuancé, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas prendre action. Ça veut juste dire qu'il prend action en étant en pleine conscience. Donc, ça veut dire que si shit happens, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire au mieux pour éviter shit happens? Quel genre de résultats on peut s'attendre à quel genre en moyenne de résultats? Comment est-ce qu'on s'ajuste dans le suivi dans le temps? Parce que le but, un supplément, c'est pour supplémenter la base, c'est pas pour te supplémenter la vie. Fait que si ça peut t'aider, après, c'est du coaching à savoir est-ce que tes habitudes de vie, tes cités ça qu'on peut améliorer, est-ce que ça pourrait être suffisant pour t'aider à te dépasser des suppléments? Donc, pense à tout ça. Si tu as aimé l'épisode, pense à t'abonner. Parle-en autour de toi pour les gens qui veulent apprendre ces produits naturels, les approches naturelles, qui écoutent mes épisodes. Puis si vous avez des demandes spéciales, écrivez-moi et ça va me faire plaisir de vous monter des épisodes à ce sujet-là.